La meilleure façon de connaître des arbres, c'est de les semer, de les planter et de les voir grandir. Ça meuble bien une vie pendant au bout d'une trentaine d'années quand même. Et puis c'est gratifiant possible, les arbres. Le problème chez les humains, c'est qu'on est tous à bosser dans des usines ou à faire un travail qui s'efface le lendemain ou qui va s'effacer rapidement à un moment ou à un autre, qui fait qu'on n'a jamais le cumul de ce qu'on a fait. On ne voit pas le travail, une construction de quelque chose. Alors qu'avec les arbres, c'est absolument l'opposé, parce que non seulement tous les arbres qu'on plante, a priori, s'en occupent bien, vont devenir des arbres, mais en plus, ils sont autonomes. C'est-à-dire que le gland qu'on a mis qui fait 3 grammes, 30 ans après, c'est un arbre qui fait 300 kilos, quoi. Il a un rôle que je n'avais pas présumé au départ, c'est d'armer le sol en quelque sorte. Parce qu'il y a bambou et arbres, et les arbres, quand il y a des tempêtes, ils s'arrachent facilement sur un sol très humide comme ça, qui est mou. Et le fait qu'il y ait des bambous qui résistent à l'humidité et qui structurent le sol avec leurs rhizomes, ça augmente drôlement d'une part la résistance au vent des arbres et d'autre part la résistance du sol au piétinement par exemple. Et là ça fait 1 an et demi que presque 2 ans que je ne les ai pas vermifugés. J'ai fait une coproscopie la semaine dernière et elles en ont presque pas de parasites. Et je suis content parce que depuis 40 ans que je luttais à ne pas pouvoir me débarrasser des vermifuges. Tout ça parce que les vétos me soutenaient que les chèvres de toute façon ne peuvent pas gérer ça. Et bien si, elles le peuvent. Dans la première partie de ce reportage, nous échangions avec Jean-Yves Ruellou, installé dans la cabane au-dessus de la salle de traite, sur le fonctionnement de la lactation continue, sa vision de l'agroécologie et l'organisation du temps dans une journée de paysan comme lui. Ici, Jean-Yves nous emmène dans une balade à travers la forêt qu'il a plantée pendant les 30 dernières années. Forêt où il promène ses chèvres tous les jours. C'est évident, Jean-Yves aime sa famille de chèvres, d'arbres et tous les êtres avec lesquels il cohabite. Cet amour s'est traduit en actes de semis, plantation et soins de plus de 7000 arbres en 30 ans, en passant entre 1 et 3 heures par jour à cette besogne, comme il dit, et qui, contrairement à la définition de ce mot, est pour lui quelque chose de choisi et non imposé. Il le fait avec joie, et ça me fait penser à la notion de plaisir interne en agriculture syntropique. On pourrait définir ce terme comme le mouvement intérieur qui va nous amener à réaliser ce pourquoi nous sommes faits. Ouvrez grand votre cœur, et c'est parti pour un voyage dans la forêt de Jean-Yves Ruellou. Venez les chiens! Pompon, Lilou! Oh là là, le bonheur! Donc la dernière fois, tu les as mis dans une prairie? Ouais. Là, on les balade et on les amène après dans une prairie ou tu les laisses près de... Si la balade dure au moins 2 heures, je vais les remettre dans la chèvrerie. Elles rumineront et je les remettrai après dans leur enclos qu'il faut que je déplace entièrement là parce que ça change de travée. Et sinon, d'habitude, là je fais comme ça parce qu'il pleut aujourd'hui et que justement il faut que je déplace l'enclos. Mais sinon, le soir, elle se balade toute seule. Ouais. Au début, elle descendait au premier châtaignier, mais je pense que à force, elle descendait un peu plus bas pour retrouver quand même des châtaignes. Elle voudrait qu'on les ramasse. Le doux bruit. Oh là là, les châtaignes, c'est vraiment le cadeau, quoi. Le caviar. Là, je vais te montrer la souche de l'arbre qui est tombée là-bas. Parce que ici, c'était nul quand tu es arrivé. Ouais, c'était quelques vieux arbres, de la fougère sur les pentes. Et en fait, il y a eu la tempête de 87 qui a vraiment fait tomber les derniers vieux arbres qu'il y avait.
Et puis, c'était une conjonction entre la tempête de 87 et le fait que j'étais pas à la MSA parce que j'avais pas assez de chèvres. Et en 89, les normes de la MSA ont changé et ils acceptaient, au lieu des 80 chèvres obligatoires ou 20 hectares de terre, ils passaient à 30 chèvres, à la limite en hors-sol si on voulait. Et il fallait 30 chèvres si on faisait du fromage en parallèle. Là j'en avais 23. J'avais un jeune frère qui était passionné d'arbres et qui venait de passer son bac et qui ne savait pas trop quoi faire. Et du coup on a décidé de faire... Je me suis déclaré en pépinière forestière sur une surface qui permettait de m'inscrire à la MSA. Et du coup mon jeune frère a fait les semis. J'achetais les graines et il a fait les semis. Et après on a commencé à planter partout. Et on avait un choix énorme parmi les arbres qu'on avait plantés, qu'on avait semés, puisque on en a vendu très peu en réalité. C'était vraiment pour l'administration que j'avais fait cette déclaration-là. Mais on avait quand même des arbres de super qualité parce que mon jeune frère en question était très compétent en la matière et on s'est retrouvé à planter. Et c'est marrant parce que j'ai passé la semaine d'avant la tempête, j'avais des arbres qui étaient tombés au printemps, comme ça, qui avaient embarqué le talus, pareil. Et il y avait une bille que je voulais récupérer, alors j'ai passé des jours à la couper et à la déplacer latéralement avec un treuil manuel pour pouvoir la décaler par rapport à sa souche et la sortir ici. Et juste dans ce passage-là en fait. Et puis il y a eu la tempête et puis du coup je me suis dit bon, si je mets autant de temps pour chaque tronc, ça n'est pas un sacré bout de temps. Et en plus ça c'était un tronc assez petit, à peu près 1 tonne. Mais l'autre là-bas, il fait pas le double mais pas loin. Tu l'as planté quand ce tulipier? Il a 32 ans, il a dû être planté, on a fait la pépinière en 89, 90, 91, on a commencé à planter en 91, 92. Il est gros pour 32 ans. Et ouais. En même temps c'est un arbre qui pousse vite. Oui, mais tous les arbres bien bichonnés, ça pousse plutôt bien. Les retardataires, c'est plutôt, j'ai un ginkgo là qui est pas très gros pour cet âge-là. En règle générale, j'ai des sapins de Vancouver qui ont atteint 35 mètres, j'ai des séquoias qui ont dépassé 30 mètres, j'ai des Douglas qui avoisinent aussi les 30 mètres, j'ai des noyers qui sont à qui ont dépassé 20 mètres. Et du coup, on a un climat en Bretagne centrale qui est très favorable, enfin qui l'était jusque-là. Ça dure encore par rapport à d'autres régions. Ouais. L'été 2022 était une petite alerte de ce que ça pourrait être avec un air beaucoup plus sec. Et les essences qui sont choisies pour une atmosphère humide, en atmosphère sèche, elles trinquent un petit peu. Et du coup, quand vous avez créé cette pépinière avec ton frère, parce qu'il y a entre 80 et 90 espèces ici, c'est ça? Ouais. Donc vous avez dès le début commencé avec une très grande diversité. Ouais, c'était en fait, bon, lui il était passionné par les arbres et moi je ne demandais qu'à l'être. Et la meilleure façon de connaître des arbres, c'est de les semer, de les planter et de les voir grandir. Ça meuble bien une vie pendant, au bout d'une trentaine d'années quand même. Et puis c'est gratifiant possible, les arbres. On passe 1 heure à planter son arbre, à le bichonner. Et 30 ans après, il a continué son bonhomme de chemin. Bon, de temps en temps, on l'a aidé. Et quand on en plante des milliers, les efforts du début ont été multipliés par des milliers, quoi. C'est quelque chose d'assez énorme. Et puis ça change un petit peu de tout ce que fait l'être humain qui a une pérennité très courte. Un fromage de chèvre, ça fait que passer. Même une chèvre, ça dure 15 ans. 15 à 18 ans et puis ça meurt. Les arbres, disons que les moins pérennes, c'est au moins 1 siècle et les plus pérennes, là c'est 2500 ans dans le cas des séquoias. Tu me disais que tu avais fait plusieurs milliers de trous.
Ah bah oui, il a fallu un trou par arbre. Tu m'avais dit, quand on était ensemble avec Agnès, 7000, quelque chose comme ça. Ouais, dans les 7000 au moins, oui. Et c'était que des graines, à la base? Pas tous. À l'époque, on a été obligé d'acheter, on voulait planter des noyers hybrides et on n'en trouvait pas. Bon, depuis une quinzaine d'années, je les ai sur mes noyers à moi. Il y a des hybridations qui se font entre les noyers noirs et les noyers communs. Mais à l'époque, c'était jalousement gardé. Il y avait 2 arbres qui étaient parents et des pépinières assermentées, j'allais dire, qui s'occupaient de... Parce qu'ils voulaient que chaque graine fasse un arbre et donc on était obligé d'acheter des petits plants. Pendant les 3 années où j'ai fait la pépinière forestière, on a fait des plants. Après, j'ai arrêté la pépinière parce qu'il n'y avait plus besoin. J'étais monté mon troupeau jusqu'à 30 chèvres. J'ai réussi à leur faire admettre que je ne faisais plus de la pépinière. Et les décennies qui ont suivi, soit je prenais des graines sur mes arbres qui en donnaient, ou soit si c'était des essences que je n'avais pas ou que je voulais renouveler et qui n'avaient pas encore l'âge de donner des graines, j'achetais des plants un petit peu, mais j'en ai pas acheté beaucoup. Par contre, j'en ai refait beaucoup. Les aulnes, par exemple, dès 6-7 ans, ils sont capables de se reproduire. Et là, on avait des hybrides j'avais 4 espèces de base d'aulnes, plus des hybrides, et ça donnait un choix complètement incroyable. Tu vois le mur noir, là? Ouais. C'est une souche. On va les voir. Par où on peut passer? Ben ouais. Et c'est marrant parce que c'est dans un fond de vallée et on se dit c'est super protégé, mais dans une certaine limite. Oh là 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 là. Et vu d'ici, il y a un arbre cassé, un autre arraché là-bas. Et il est vraiment gros. Hein. Ouais, je pense que quand je couperai, elle retombera. T'as vu l'arbre? Bon, il était impressionnant debout, mais couché comme ça, et les sapins n'ont pas bougé. Pourtant, ça devait le protéger. Ben là, on peut voir que c'est une zone qui est relativement hydromorphe. C'est pour ça que la souche est assez superficielle et qu'elle a fini par lâcher parce que les racines, en fait, elles travaillent en traction et puis il y a un moment, si le sol est trop mou, ben, elle s'extirpe. Aujourd'hui? Bah, je me dis qu'il a quand même vécu il a quand même vécu une vie assez longue pour un arbre. Par rapport à ce que laissent les humains vivre les arbres. Et là, il est tombé de façon inévitable, qui ne dépendait pas de l'humain pour une fois. Donc il a le droit de mourir. C'est pas comme si, justement, comme la fois où il l'avait abîmé, où là j'étais en rage parce que c'était de la négligence de leur part. Ils auraient pu tenir compte, quoi. Mais les humains, quand ils sont sur des machines, ils sentent plus leur force. Ils ont l'ego qui prend quelques chevaux, quelques dizaines de chevaux, quelques centaines de chevaux, et puis ça devient des êtres un peu dangereux. Et plus globalement, après la tempête, comment tu te sentais quand tu as vu tous ces arbres tomber? Est-ce qu'intérieurement, ça t'a fait quelque chose? À dire vrai, je m'étais tellement préparé à bien pire que ça que j'étais relativement soulagé. Je l'attendais, cette tempête, depuis longtemps. Hein. Après 87, j'ai des bois de Douglas là, que j'ai éclaircis. Je me suis dit, bon, s'il y a une autre tempête de 87, tout va tomber. Et en fait, là, on était juste un petit peu en dessous et ils ont tenu. Donc j'étais plutôt content. Et même dans l'ensemble, la gestion de ma forêt, je ne sais pas si c'est que la gestion de la forêt, mais je sais qu'une bonne gestion d'une forêt fait qu'elle résiste mieux à une tempête qu'une mauvaise gestion, ça c'est sûr. Et tout serait tombé, je me serais dit que peut-être j'aurais pu faire différemment. Tout n'est pas tombé, je me suis dit ouais, j'ai bien fait. C'est quoi une bonne gestion pour toi? Des éclaircies précoces, des arbres trapus, surtout que je sais qu'on est susceptible d'avoir des grosses tempêtes. Et
dans des plantations qui n'ont pas été faites par moi, comme les plantations de Douglas, côté des vents dominants, une pénétration de l'air, et côté opposé, un brise-vent assez compact pour que l'air pénètre facilement et ait tendance à sortir par le haut pour éloigner la zone d'air qui est très rapide, quoi. Ouais, et puis peut-être que la bonne gestion, c'est aussi la diversité. Et la diversité, ouais, bien sûr, ouais, ça c'est sûr. Certaines essences étant plus fragiles que d'autres, mais bon, face au vent, j'ai eu une démonstration il y a, je sais pas, 5-6 ans, un vent qui était de nord-ouest, qui est assez peu courant, et j'avais eu un endroit qui était très exposé, où j'avais eu 6 espèces différentes qui étaient tombées exactement de la même façon. Bon, sol superficiel sur granit, je pensais qu'ils étaient capables de s'ancrer, mais le granit est tellement dense que c'est des racines très fines qui réussissent à pénétrer, et au niveau résistance mécanique, c'est pas suffisant en cas de grosse tempête. Là, c'est vraiment le sol qui impose le fait que ça va tenir ou pas. T'as tout planté en 5 ans ou bien tout planté en 20 ans? Les premières années, on en a mis vraiment beaucoup. On a doublé les haies autour des champs. On a planté des zones qui étaient en fougère ou en ronce dans le meilleur des cas. Et les zones plus difficiles à planter, je les ai plantées au fur et à mesure. Comme cette colline-là, je plantais 25 arbres tous les ans. Parce que là, c'était vraiment difficile. C'est sur sol pozzolisé. Il fallait attaquer la baramine et tout ça. Donc je mettais 3/4 d'heure par arbre pour les mettre. Du coup, quand j'en faisais 25 dans l'hiver, j'étais content. Et 25 tous les ans, au bout de 10 ans, ça fait 250. D'ailleurs, je crois pas qu'il y en ait 250. Mais t'as arrêté du coup de planter il y a quelques années quoi. Non, j'ai jamais vraiment arrêté. Non, puisque j'ai repris sur grande surface il y a 7 ans. J'ai fait 2 parcelles de châtaigniers sur un hectare 3 au total. J'ai fait les séquoias sur 2 parcelles, une de 2 hectares et une d'un 3/4 d'hectare. Et je suis bien content de l'avoir fait parce que des jeunes plantations, c'est réjouissant, même si les plantations de 30 ans sont quand même réjouissantes, mais c'est pas pareil, quoi. C'est s'occuper du juvénile et c'est sympa quand même. Même si les chevreuils font leur possible pour que ce soit plus dur. T'as vu la faune sauvage évoluer aussi avec ce que t'as planté? Oui, j'ai vu les écureuils arriver, parce que j'ai quand même planté pas mal des noyers, des noisetiers. Après, quand j'ai eu beaucoup d'écureuils, j'ai vu arriver les martres, prédateurs de l'écureuil. J'ai vu le pic noir aussi, et puis plein d'oiseaux que qu'il n'y avait probablement pas. Ouais, des chauves-souris, mais il y en avait déjà pas mal, mais il y en a quand même. Là, au niveau de la chèvrerie, il y en a qui logent dans des recoins. Ouais, il y avait aussi chouettes, hulottes et compagnie. 3 types de chouettes. Que tu as vu arriver? Non, elles étaient déjà là. Mais c'est surtout dans les zones boisées avec plein d'espèces là que quand j'ai des stagiaires qui passent, qui sont compétents, qui me citent des noms d'oiseaux que j'avais jamais entendus et que je ne savais pas qu'ils étaient là. Et je me dis qu'il faudra que je revive encore un demi-siècle pour m'occuper de regarder les oiseaux, parce que je ne m'en suis pas suffisamment occupé jusque-là. Je pense qu'ils ont bien profité du changement, de la diversité des arbres et tout ça, quoi. Il y a quand même pas mal d'arbres, des cerisiers tardifs, des alisiers, des arbres qui donnent des fruits et qui peuvent être intéressants. Il y a aussi la gestion, les éclaircies et tout ça qui font qu'on a une atmosphère de clairière souvent plus que de forêt très dense, et c'est plutôt bien favorable. Les élagages très hauts aussi qui permettent à des oiseaux comme les buses et tout ça d'évoluer dans le sous-bois sans être gênés par les branches. Oui, T'as des bottes? Oui, oui. En fait, je voulais te montrer ça. Voilà mon chantier.
J'ai plus qu'à le tirer là. Et comment tu vas faire pour le tirer? Avec un treuil manuel? Non, là je ferai avec la treuil tracteur. Ah oui. Et là, un treuil tracteur, il aurait fallu déjà descendre le tracteur, tout ça. Je me disais que pour faire ça, c'est pas la peine. Et j'avais mis des trompes au cas où je l'aurais coupé en deux trop court et qu'il serait tombé pour pouvoir le tirer quand même. Mais là, tel qu'il était, quand j'ai coupé, il y a un moment, ça a pincé ma chaîne. J'étais obligé de démonter le guide, démonter la chaîne, revenir avec... j'ai réussi à le faire bouger un tout petit peu, j'ai récupéré le guide, j'ai remis une chaîne neuve et j'ai réussi à finir de le couper. Mais... Lui c'est pareil, ça faisait plus de 30 ans que je le regardais et il était beau. Il était un peu penché mais il était très beau. Et lui il est tombé tout seul sans tempête vraiment. Enfin, ils sont tombés à 3 en fait. Le talus ça fait comme un ourlet et ploup. Alors, le voisin m'avait demandé de nettoyer la parcelle pour que ses moutons trouvent un peu d'herbe. Et je lui ai dit bon je prends les troncs, tu prends le bois de chauffage pour toi. Parce que sinon là il faut que je remonte tout là-haut, par là même, que je repasse tout là-haut, que je redescende là, ça me fait des kilomètres et du bois de chauffage, je me disais bien que j'en aurais assez de l'autre côté, et effectivement j'en ai assez avec tout ce qui est tombé. Moi, j'ai presque mis une semaine pour faire ça. Je descendais 2 heures l'après-midi quoi. Mais... Jusqu'à présent, là j'ai fait qu'une fois venir la scierie mobile. Et le bois que j'ai obtenu, ça m'a coûté à peu près le même prix que si je l'avais acheté au supermarché. Sauf que c'était des arbres que j'avais élevés, bichonnés, tout ça, et qui avaient une valeur affective supérieure quand même. Donc il y aura un moment où... Et puis j'ai réfléchi longuement, on se retrouve avec le même problème avec l'élevage industriel. Est-ce qu'on fait une coupe rase et on envoie tout le poulailler à l'abattoir, ou est-ce qu'on fait des prélèvements en fonction des nécessités? Bon, une tempête, des arbres tombent, on utilise ce bois-là, ou il y a des éclaircies à faire et du coup il y a nécessité de le faire et ce bois-là est transformé et vendu localement ou échangé, mais en tout cas que ça reste local, plutôt que de devoir se dire bon, pour faire venir un camion il faut que je coupe 50 mètres cubes, ils ne vont pas être satisfaits avec un seul camion, donc il faut plusieurs camions, donc il faut que je coupe 200-300 mètres cubes, donc il faut que je fasse une coupe rase, quoi. Et ça au départ c'était problématique, j'y avais pas réfléchi plus que ça, parce que ce qui m'intéressait c'était l'arbre vivant, mais le fait de planter plein d'espèces, au niveau de la gestion c'est extrêmement complexe, parce que justement, soit tu fais une coupe rase et puis il faut que tu aies des acheteurs pour 90 espèces différentes, ou soit tu fais une coupe d'une espèce mais tu vas quand même abîmer tout l'ensemble parce qu'il va falloir travailler dans l'urgence, parce qu'il va falloir faire ça dans un temps précis, à un moment précis, ou soit tu fais de la futée jardinée, et je l'avais dans la tête cette histoire, mais je ne voyais pas très bien comment ça allait se passer, et finalement sur une surface, j'ai quand même pas beaucoup de surface, là actuellement j'ai 20 hectares de bois, sur 20 hectares on peut se retrouver à sortir quelques dizaines de mètres cubes tous les ans, et c'est peut-être gérable au niveau échange ou commercialisation, exactement comme les fromages de chèvre à petite échelle, et tout le reste, qu'en fait la sylviculture c'est jamais que de la paysannerie ou de la sylviculture industrielle, mais je veux dire, on retrouve dans cette dichotomie industrielle ou artisanale ou paysannerie, quoi. Dès l'instant qu'on ne fait pas à petite échelle, on se retrouve en contradiction avec la nécessité de faire différemment pour éviter le réchauffement climatique, pour limiter l'industrialisation, pour donner un travail qui a du sens aux gens, etc., etc. Ce n'est que positif en fait. Les économistes, ils ont une vision extrêmement étriquée de l'économie. Ils ne font pas intervenir ni la vie, ni le plaisir, ni le bonheur, ni la pollution. Tout ça c'est repoussé à l'extrême, c'est exploité comme du minerai, tous ces trucs-là. Alors qu'une économie
digne de ce nom, elle devrait d'abord tenir compte de ça et ne travailler que pour le bénéfice du vivant. L'économie capitaliste, on a glissé vers le tout profit, quels que soient les risques, quelles que soient les conséquences, quasiment, quoi. Et on est dans une civilisation qui dépend tellement de tout ça que l'argument qu'on nous rétorque, oui, mais on ne peut pas changer ça du jour au lendemain. Ben ouais, raison de plus pour commencer tôt. Et si on avait commencé il y a 50 ans, on vivrait dans un monde vraiment différent. On pourrait proposer à nos enfants un avenir digne, alors que là... Il faut créer des îlots de résilience. Ouais. C'est tout ce que font les gens qui s'installent. Des millions, des millions, des milliards. Quand on arrivera à 8 milliards d'îlots de résilience, on aura gagné. Autrement, pour l'exploitation des grosses billes comme ça qui sont difficiles d'accès, parce que c'est bien gentil de faire de la forêt et de faire des éclaircies tout le temps, mais je me retrouve avec des volumes très très gros et il y aura un moment où je ne pourrai plus les sortir, donc je les débiterai sur place. Bon, les scieries mobiles, c'est pas assez mobile pour pouvoir venir dans un endroit comme ça, mais il y a un système avec une tronçonneuse et un guide, c'est pas très précis, mais on peut faire des gros morceaux qui eux seront transportables et qui seront redébités précisément plus tard. Ouais. Et puis les séquoias, dans 1000 ans, ils seront découpés au laser sur place et embarqués en ballon dirigeable. Faut pas qu'il le fasse tomber, le ballon. On était passé par là, non? On est arrivé par là et on va repartir sans mettre le pied dans le trou là. Là. Faut pas avoir un trou dans la botte. Hein. Et est-ce que tu peux... J'avais envie que tu me racontes, parce que on n'avait pas enregistré la dernière fois, la haie de gland, enfin la haie de chêne de gland. Comment vous l'avez mise en place? C'était au moment où on avait fait travailler le sol. C'était des ajoncs et de la bruyère. Et il y avait eu un endroit où, à une certaine époque, ils avaient amassé des cailloux sur un espèce de talus, pas très haut, et l'entrepreneur travaux agricoles était passé dessus avec son tracteur, il avait broyé tout ça. Je m'étais dit, bon, ben, on va refaire une haie là où il y avait ce pseudo-talus. Et on avait cueilli des glands dans une vallée pas loin, sous un très très vieux chêne Cécile. Et Béatrice avait fait un premier semis, je ne sais plus si c'était à l'automne. Et en fait, au printemps, dès que les arbres ont commencé à se pointer, les pies, les corneilles ont tout arraché. Tic, 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 tic. C'était semé à 20 cm les uns des autres. Et du coup, très rapidement, il n'y avait plus rien du tout. Et on était peut-être fin avril. Et là, on avait encore des glands dans un seau. Et on a remis ça une deuxième fois. Et comme la période de sortie du sol des chênes et des châtaigniers était passée, c'était un petit peu plus tard, les oiseaux s'en occupaient plus trop et ça avait marché. Et 30 ans après, bon, il y a une belle haie de chêne Cécile. Oh là là, mais quel paradis! Quel paradis et quelle besogne! Ouais, au début, j'étais effrayé du travail qu'il y avait à faire. Quand j'ai acheté, au tout début, j'avais 1,8 hectare d'ajoncs. Et je me disais, ah là là, quel boulot, quel boulot. Et puis petit à petit, je me suis aperçu que... J'ai une image toute bête, c'est l'image de la pyramide, quoi. Une pyramide, c'est super impressionnant. Mais si tu empiles des cailloux un petit peu tous les jours, il y a un moment, ça fait une pyramide. Et le problème chez les humains, c'est qu'on est tous à bosser dans des usines ou à faire un travail qui s'efface le lendemain ou qui va s'effacer rapidement à un moment ou à un autre, qui fait qu'on n'a jamais le cumul de ce qu'on a fait. On ne voit pas le travail, une construction de quelque chose. Alors qu'avec les arbres, c'est absolument l'opposé, parce que non seulement tous les arbres qu'on plante, a priori, s'en occupent bien, vont devenir des arbres, mais en plus, ils sont autonomes.
C'est-à-dire que le gland qu'on a mis qui fait 3 grammes, 30 ans après, c'est un arbre qui fait 300 kilos, quoi. Donc le taux de multiplication de notre pyramide, il est beaucoup plus rapide en fait que quand on fait réellement une pyramide en mettant des cailloux. Puisqu'au bout d'un moment, elle s'autoconstruit. C'est un peu comme si on avait fait des petits robots, et puis que les robots étaient autonomes, et puis qu'ils continuaient à construire tout seuls. Qu'est-ce qu'ils font depuis une demi-heure? Là, il en reste plein. Bah, elle profite de la vie aussi, elles font pas que bouffer. Trottinette, trottinette. Psst. Ouais, elle n'a confiance qu'en elle-même. Psst. Regarde, une châtaigne frelatée. Et entre je ne veux pas y goûter et je reste accroché à tes baskets pour en avoir, il n'y a qu'un pas. Alors dis-moi, quand est-ce qu'elle est née cette passion pour les bambous? Ah, les bambous, elle était un peu depuis... Je pense que ma génération, tous les enfants rêvaient de bambou parce que avec on faisait des cannes à pêche, et même si on n'était pas pêcheur, c'était un matériau qui avait l'air incroyable. Un matériau avant d'être une plante vraiment. Ah oui, c'est ça. Et après, quelqu'un m'a donné des plants. Bon, j'étais content d'avoir des bambous. Et un jour, mon jeune frère justement a entendu parler d'un pépiniériste qui vendait des bambous géants. Et il est allé le voir, il a passé sa matinée à essayer de le convaincre de lui en vendre. Il est revenu avec quelques plants. Et on les a plantés, on s'en est occupé 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Les années passaient et puis bon, ils étaient toujours pas géants. Et puis arrivé vers 8 ans, ça commençait, les pousses au printemps commençaient à être un peu spectaculaires. Et cette année-là, on a eu vent d'un regroupement de passionnés de bambou près de Lorient, et on y est allé, et on a été contaminé. On est revenu aussi avec des plants d'espèces qu'on n'avait pas, et puis on a appris donc qu'il y avait une association européenne du bambou, et que c'était des gens vraiment fêlés de bambou. Et après, les années qui ont suivi, nos bambous qui avaient 8 ans ont commencé à entrer dans une phase d'exubérance, et 6 ou 7 ans après, on avait des bambous qui montaient à une quinzaine de mètres, et c'était vraiment spectaculaire tous les printemps. En plus, j'ai ma fontaine qui est tout près, et c'est peut-être aussi un peu pour ça que j'ai mis les bambous là au départ, qui fait que tous les 3 jours, je dois démarrer la motopompe pour avoir de l'eau. Et tous les 3 jours, je me retrouvais à pouvoir contempler les bambous pendant 10 minutes, même si j'avais plein d'autres choses à faire par ailleurs. Et j'ai appris à les voir. Et après, bon, j'ai appris qu'il y avait plein d'autres espèces. Et j'ai réussi à acquérir plein d'autres espèces. Et c'est vraiment un végétal complètement incroyable, quoi. Des pousses au printemps qui poussent à... J'avais mesuré une fois 65 cm de moyenne pendant 1 mois et demi. Le maïs à côté, c'est de la rigolade. Ils sont partis par là. Et puis après coup, je me dis, bon, ça me fait des réserves sur pied de végétal pour les chèvres. Au départ, les chèvres n'aimaient pas ça. Et petit à petit, avec l'apprentissage, elles finissent par adorer ça. Ça a peut-être même un effet vermifuge aussi, je ne sais pas, mais ça contient un peu de cyanure. Et est-ce que tu penses que l'humidité, le bambou a aussi favorisé la création d'un microclimat ici, vu que c'est quand même très dense? Ouais, c'est sûr que localement, mais à la limite dans la vallée, il a un rôle que je n'avais pas présumé au départ, c'est d'armer le sol en quelque sorte. Parce qu'il y a bambou et arbres, et les arbres, quand il y a des tempêtes, ils s'arrachent facilement sur un sol très humide comme ça, qui est mou. Et le fait qu'il y ait des bambous qui résistent à l'humidité et qui structurent le sol avec leurs rhizomes, ça augmente drôlement d'une part la résistance au vent des arbres, et d'autre part la résistance du sol au piétinement par exemple. Parce qu'il est armé en fait. Et pour ce qui est de l'atmosphère humide, c'est sûr que les étés secs et chauds, si on veut se réimprégner un petit peu d'humidité dans les bambous, on est bien. Et c'est aussi des nichoirs à oiseaux l'hiver,
parce que les bambous gardant leurs feuilles, bon, j'ai eu des étourneaux à venir, sinon là j'ai des pinsons du nord qui viennent quand même, quelques milliers qui viennent nicher l'hiver dedans. Et à la saison des nidifications, je sais qu'il y a des merles et il y a d'autres nids aussi qui sont faits dedans. Mais... Celui-là, il me fascine. Et en fait, je voulais prendre un sécateur pour en prendre un. Parce que tu sais, tu m'as donné ouais. des secs. Ouais, tu veux une canne... J'aurais bien aimé en avoir un. C'est bête, hein, j'aurais dû prendre une scie avec moi. D'ailleurs, je m'étais dit peut-être que je pourrais revenir au printemps. Ce sera une ambiance différente. Ouais, c'est pas les mêmes couleurs. C'est plus optimiste que l'automne, parce que l'automne c'est quand même c'est le moment où l'avancée vers l'hiver. C'est quoi, des glands ou des noisettes? Une noisette. C'est plein de petites noisettes sauvages, marrant. Je les avais ramassées ici l'année dernière, je crois, pour faire des semis dans mes plantations de châtaigniers. Je vais devoir couper ce châtaignier là. Il a fait plein de petits rejets, je pense qu'il a un chancre au premier étage de branches. Ouais, je vois rien avec une lunette là. Non, mais il faut avoir l'œil, c'est crevassé. Ah oui, d'accord. Et j'en ai un autre qui est encore plus beau. Ah oui, c'est celui-là qu'il faut que je coupe aussi. Ok. Et j'en ai déjà Quel âge, coupé. celui-là, 15 ans? Ouais, 17 je crois. Ouais. J'en ai coupé un l'année dernière qui en avait aussi là. Bon, là il y avait plein d'arbres, donc c'était pas très grave. Donc ça, c'est des semis aussi? Des semis de châtaignes que j'ai fait dans le jardin et que j'ai repiqué après. Et les châtaignes, je les ai prises sous les châtaigniers qui étaient issus de châtaignes que j'avais achetés il y a 35 ans. Mais les châtaigniers locaux, ils sont quand même pas trop mal. Parce que parmi ceux-là, j'en ai des spontanés et ils ont une belle forme quand même. T'as vu le vieux chêne avec ses fougères? Hier, j'ai promené mes voisins et il y a un moment, il y en a une qui me dit « Et qu'est-ce que tu penses des trognes, toi ?» Je lui parlais de toi, je lui dis qu'il ne faudrait pas que vous soyez mises l'une en face de l'autre parce qu'il y aura une bagarre. Elle est contre. Anti-trogne. Anti-trogne. Ouais, vraiment anti-trogne. Je dois dire que t'es un peu de son côté. Je suis un peu de son côté. Bon, les trognes, quand ça va une justification pour l'humain, oui, mais le trogne pour la trogne ou pour un souvenir, j'ai du mal. C'est ça qui est intéressant avec le trogne, c'est justement la trogne, c'est que c'est pour l'humain et pour le trogne, parce que c'est un partenariat dès le départ et que ça lui permet de, enfin, quand tu coupes les branches dès le départ, il va se régénérer plus vite, il va pousser plus vite et finalement ça a été démontré par des analyses, je ne sais plus lesquelles, qui produit plus comme ça. Il produit plus d'hormones et qu'il va moins vieillir, tu vois. Et en même temps il pourrit. Oui. Il crée des cavités pour des chouettes et c'est pour ça quand tu vois tous les énormes arbres magnifiques qui sont abattus vers la 69 là, pour l'autoroute, et aujourd'hui, comment recréer des cavités pour les hulottes, pour tous les oiseaux, tu vois, et donc on peut en tant qu'humain choisir de jardiner un peu la nature, comme tu le fais ici. Oui, oui. Aussi en créant des trognes, tu vois, je pense. Ouais, mais quand même. Si l'intention est bonne. Ouais, mais c'est marrant parce que les cavités et tout ça, moi je lutte pour qu'il n'y en ait pas dans mon bois. Et il y en a. Et il y a tellement d'occasions. Et le pic noir, c'est un marteau-piqueur de... Mais quand tu as un bois qui a été rasé et que tu as envie de recréer justement des cavités, et que tu n'as aucun arbre, tu vois. Parce que toi, tu as des hulottes et tout ça, parce que c'est déjà boisé. Mais quand il n'y a rien... quitte à intervenir, autant faire carrément des logements à hulottes artificielles. Enfin en bois, mais de toutes pièces, comme on fait des nichoirs, quoi. Mais c'est vrai que j'ai vraiment vécu dedans, moi, puisque mon père le faisait. Il allait faire ça sur les haies du paysan voisin, qui était bien content qu'on lui fasse ça. Avec sa hache et tout, il faisait des belles racoles. Mais il y a quelque part où c'est des plaies, sur des plaies, sur des plaies, sur des plaies. C'est tellement à l'opposé de ce
qu'on fait en sylviculture pour faire du bois d'œuvre que c'est le choc le plus total, quoi. C'est la confrontation totale. Parce que tu vois, nous, il ne faut pas qu'on coupe des branches plus de 3 cm quasiment. Si par hasard tu es tenu de le faire quand même, tu vas avoir des rejets. Et il va falloir que tu coupes les rejets. Tu vas avoir donc une plaie, puis des plaies par-dessus. Et la trogne, c'est ça, mais à une dimension énorme, quoi. Tu lui fais des plaies de 10 cm et puis tu te laisses cicatriser pendant 10 ans et tu recommences de nouveau. Et c'est sûr que s'il avait une pensée comme les humains, il serait en totale souffrance, hein. Ce serait le mythe de Sisyphe dans la souffrance, quoi. Je réussis à cicatriser, ah, allez, on recommence. Et je recicatrise. Tu sais quelle quantité d'arbres sont comestibles pour les chèvres et est-ce que tu les vois s'auto-médiquer dans la forêt L'automédication, je ne sais pas comment elle se produit, c'est très certainement sur un très très long terme. Je sais que les essences qu'elles ne connaissent pas, il faut qu'elles apprennent et ça peut prendre un temps fou. Le Prunus serotina, au départ, elles n'aimaient pas du tout et maintenant elles en raffolent. Le bambou, même chose, les feuilles de bambou, c'était trop papier carton, je ne sais pas, trop ligneux. Et maintenant, elles adorent. À mon avis, je ne crois pas ce qui est automédication comme ça, spontanée, je pense que c'est la diversité qui fait que leur santé s'en trouve améliorée parce que plus c'est divers, plus il y a tellement d'éléments différents dans chaque... Ouais, il y a le cyanure dans le bambou et sans doute d'autres éléments intéressants. L'if, c'est pareil, l'if, elles vont manger une petite brindille, elles ne vont pas manger plus parce que c'est pas bon. Pas forcément parce qu'elles savent que si elles en mangent beaucoup, ça va les tuer. La digitale, elles en mangent absolument pas. Elles recrachent si elles l'ont mis dans leur bouche par erreur. Et je crois que c'est parce que c'est pas bon. C'est intéressant ce que tu dis parce que la diversité fait qu'elles ne tombent pas malades. Alors que dans un milieu moins diversifié, elles vont peut-être avoir plus tendance à foncer sur de la ronce ou sur un truc riche quand elles ont que de la prairie par exemple. Ouais, ça c'est sûr. Leur désir d'automédication est moins important puisqu'elles sont en bonne santé. Oui, mais je veux dire que quand elles sont vraiment totalement à l'herbe, ça s'exprime par ce désir d'autre chose, quoi. Ouais. Et ça marche, hein, parce que j'ai vu une fois 3 boucs sauvages qui étaient sauvages depuis... Enfin, ils avaient été largués dans la nature petits et ils avaient 1 an et demi et 2 ans et demi. Et ils étaient magnifiques, absolument magnifiques. J'avais jamais vu des caprins aussi beaux. On continue ? Je crois qu'on va être obligé de les suivre. C'est vrai ? Oui, parce que là, elles sont dans la plantation de châtaigniers. Alors, je remonte mon pantalon plastique. Et tu t'en vas où, là, Enora ? Elles sont où, les copines ? Regarde. Ah, elle a dû... Viens, Enora ! Ou alors, elle a trouvé l'endroit où il y avait plus de châtaignes qu'ailleurs. Ça, c'est super important dans la nature aussi. Ouais, des vieux troncs comme ça. Autant debout, ils sont colonisés pas mal, mais une fois couchés par terre, c'est pas forcément la même faune, mais il y a du monde. Bon tu nous fais signe, Nora, si tu veux remonter sur le talus et que tu n'y arrives pas. Dès qu'il y a des branches, elle est drôlement handicapée. Opaline, c'est elle que j'appelais. Elle voulait te suivre. Trottinette, regarde. Scrooch. Pétille. Ah, c'est pas pétille, pardon. Vanille, tiens. Quinoa, regarde. Il avait besoin d'un peu de salade avec ses châtaignes. Je pense qu'elles vont en avoir mangé beaucoup là. Ouais. Parce qu'il y a abondance quand même là. Là, elles n'étaient pas venues du tout de l'année, depuis que les châtaignes sont tombées, donc... Oh, c'est marrant, il y a un hêtre qui pousse dans le chêne, à côté du chêne, non ? Là, à côté de Lilou. Ah, le petit, oui. Ouais.
Bah, ça résisterait très bien à l'ombre, le hêtre, et c'est pour ça que j'en ai pas planté beaucoup. Parce qu'en moins de 2, il n'y aura plus que. Souris les loups. C'est bon, hein? Et voilà. On croirait pas à une plantation de châtaigniers là, hein? Ouais. Je vois un séquoia, un autre séquoia, un noyer noir, un autre noyer noir, un châtaignier tout tordu, des aulnes, des ajoncs. Que sont devenus les châtaigniers? Derrière des petits bonsaïs dans l'herbe, là, au milieu de la protection, Ah oui. là aussi, tout près là. Ouais. Là on voit le chevreuil qui passe régulièrement. Et le jour où les ronces les envahissent, ça y est, pst, ils sont protégés et ils se débrouillent bien. Des fleurs d'ajonc. Bon, on va les faire traverser rapidement pour qu'elles ne s'attaquent pas trop aux arbres. Qui est-ce qui aime l'aquilée? Oui. Là, par terre, il y en a plein. Là, regarde. De l'oseille. Des renoncules. Ah, mais c'est toxique. À petite dose, ça va? Ouais, même à bonne dose. Hein. Bon, elles ont l'air de pas trop toucher aux arbres. Ah, tu manges ça, toi? C'est du grand senson jacobé. Et normalement, elles n'aiment pas trop, mais si je les ai vus l'été dernier ou à l'automne, dans les séquoias, il y en avait des grands et elles les ont mangés intégralement. Pareil, hein, il faut qu'elles mangent un peu de trucs toxiques pour... Et là, ça fait 1 an et demi que je les ai, presque 2 ans que je les ai pas vermifugées. J'ai fait une coproscopie il y a la semaine dernière. Et elles en ont presque pas de parasites. Et je suis content parce que 40 ans, plus de 40 ans que je luttais à pas pouvoir me débarrasser des vermifuges. Tout ça parce que les vétos me soutenaient que les chèvres, de toute façon, elles peuvent pas gérer ça. Et bien si elles le peuvent, il suffit de mettre une chèvre à l'hectare, enfin d'avoir un demi-hectare d'herbe par chèvre et 1 hectare de bois, et de gérer les pâturages très... Faut pas qu'elles reviennent au même endroit avant 2 mois minimum. Non, le plantain aime bien. Hein. Plein de tanins, donc Ouais. vermifuge, quoi. Ouais. Depuis qu'elle sait qu'elle n'est pas toute seule à s'appeler Opaline, elle se trouve des passes droits. Elle va faire toutes les bêtises maintenant, on lui en voudra pas. Et Nora! Et Nora! Et Nora! Ouais, il y a de l'oseille, c'est bien mieux. Ah ouais, elle a plus beaucoup de dents alors. Ah oui, c'est elle qui a plus beaucoup de dents. Ouais. Ouais, Nora, elle en a marre des feuilles d'aulne, elles en ont plein quand elles vont dans leur prairie parce que le vent en a fait tomber plein. Et c'est vrai qu'elles en mangent un petit peu, mais ça doit être très fort. Ah, il y a des pommes. Il y a des pommes, aïe aïe aïe. Alors mangez méticuleusement, ne vous étouffez pas. Ça c'est un vieux pommier, au-dessus de ta tête. Ah ouais, le lierre, ça c'est bien aussi. Et c'est marrant parce que mon fils fait de la lessive avec pour laver son linge. Et donc on se dit que si elles en mangent plein, ça va faire une émulsion dans la panse et elles vont gonfler. Est-ce que tu as avancé sur la question de la transmission? Bah, il y aurait une opportunité, quelqu'un d'extraordinaire avec la possibilité d'acheter à côté. Je pense qu'il y aura une partie des terrains, je pourrais, mais moyennant un contrat extrêmement strict en ce qui concerne le rapport des chèvres aux arbres. Parce que là, on les promène et je sais que c'est extrêmement tentant en ce moment d'ouvrir la porte de la chèvrerie le matin et de les appeler le soir. Et du coup, c'est vrai qu'elles peuvent passer leur journée à se promener comme ça, mais si tu fais ça pendant 15 jours, tu les réenfermes plus jamais, quoi. Et après, à long terme, il y aura des dégâts, ça c'est certain. Je me retrouverai qu'avec
avec une forêt d'arbres résistants aux chèvres. Encore là 16 chèvres pour 28 hectares, ça passerait presque. En fait, t'imaginerais s'il y avait cette personne extraordinaire qui venait transmettre l'activité, mais pas forcément les terres. Ben, l'activité, Pas tout de suite en tout cas. l'activité elle est théorique, hein. Un autre troupeau peut arriver, mais c'est vrai que l'intérêt d'un troupeau qui est déjà sur place, comme dirait Léo, il y a une culture de troupeau qu'il faudrait tout refaire, quoi. Donc il faudrait pas que tu diminues trop vite ton troupeau si tu veux que quelqu'un vienne pour réaugmenter la taille du troupeau. Ouais. Et c'est ça en fait. Que je garde des vieilles pour éduquer les jeunes qui arriveraient. Ouais, c'est ça. Mais bon, Une personne extraordinaire qui sait... qui serait d'abord passionné par les arbres et accessoirement par les chèvres. Et pas l'inverse. Et quand même qui prend soin des animaux. Ah oui, bien sûr. Qui aime un peu Qui a le une travail. vision globale de la vie, mais qui prenne conscience qu'un arbre, un arbre centenaire, il faut que pendant un siècle, personne ne le détruise, quoi. Sinon, il ne sera jamais centenaire. Et qu'une prairie, ou même une culture de blé, les chèvres vont dedans. Bon, à la limite, la culture de blé est foutue, mais ça n'a pas le même impact qu'une bande de chèvres affamées qui se jettent dans un verger ou sur une jeune plantation. Et puis c'est pas généralisable en plus, enfin a priori quoi, avec le nombre d'habitants qu'il y a sur la planète, on ne peut pas avoir 30 hectares de bois et prairies avec 15 chèvres. Non. Très vite, on fera les calculs. On peut quand même en faire quelques-uns. Ouais. Vous êtes des privilégiés les chèvres, le savez-vous? Surtout toi. Surtout toi. Là, c'est marrant, comment ça se fait qu'elle vient prendre toi comme ça? Ouais, on a même droit du soleil. Ah ouais, ça c'est beau. Mais c'est vrai, si je vais voir la FNSEA et la Chambre d'agriculture, que je leur dis, ça y est, j'ai trouvé une technique pour que les chèvres n'aient pas besoin d'être vermifugées, qu'elles soient à peu près en forme et qu'on respecte le vivant et tout ça. Et puis ils vont me dire, mais avec la planète, vous allez nourrir combien d'habitants? Il est vrai qu'elles occupent des espaces que l'agriculture n'occupe pas. Donc c'est en plus. Mais de toute façon, il ne faut jamais généraliser quoi que ce soit, il faut plein de petites expériences différentes. C'est fou de voir des chèvres dans un environnement aussi riche, de les voir manger une telle diversité, j'avais jamais vu ça en fait. Oh, oh elle est belle. C'est un bébé. Un bébé salamandre. Oh, j'adore, ça a l'air tellement archaïque. Elle est boudinée, c'est rigolo. Je sais pas pourquoi c'est coloré comme ça. Parce qu'elle sait qu'elle va tomber si... C'est fou, hein. Ces taches sur la queue, là, on dirait que ça a été mis avec un pinceau, que c'est presque en relief. Ah, c'est magnifique. T'as failli marcher dessus. Oh. Voilà, c'est la vie. Hein. On a dû tuer plein de trucs. Voilà. Elle a des yeux, on dirait des phares de 2 chevaux. Elle pose. Allez, venez! Biquette! C'est la première fois de ma vie que je vois quelqu'un qui s'appelle Opaline, quoi. C'est une chèvre. C'est vrai que quand c'est une chèvre que j'ai achetée, c'est une des 3 chevrettes que j'ai achetées en 2019. Et j'ai vu Opaline, tiens c'est curieux, Opaline. Et voilà, elle mange aussi du Metasequoia. Un stagiaire qui était passé il n'y a pas longtemps, qui m'a envoyé, il avait vu sur internet un site, je ne sais plus comment ça s'appelle, sur le thème de la lactation, en fait des chèvres, il les tarisse à l'automne en même temps que les autres,
et ils les redémarrent après spontanément, en les mettant dans le circuit traite et tout. Et ils ont 60% de réussite. C'est vachement, la dernière donnée que j'avais, c'était 12%. Ils sont intervenus dans une association qui est dans 4 pays, je crois. L'Autriche, l'Allemagne, la France et je ne sais plus quel autre pays. Donc quand tu vois leur site, tu te dis ouais, c'est le gros truc et tout. Et uniquement sur ce thème-là, c'est marrant qu'ils passent complètement. Ils ne parlent pas du tout de la lactation continue. Alors que la lactation continue, parce que là ils ont 60% de réussite, et ils disent qu'ils ont 30% de moins de production par chèvre, par rapport à celles qui font des petits. Autant te dire que dans l'agriculture intensive, c'est niette quoi. Là c'est. Bon, il serait à 99% de réussite d'un côté et à 99% de la production des autres, là ça marcherait, mais avec ça, les gens ne rembourseront pas leurs emprunts, et rien du tout. Et ils continuent quand même, et ils investissent, je ne sais pas où ils trouvent les fonds, mais ils doivent indemniser les éleveurs, parce qu'il y a pas mal de troupeaux qui rentrent en expérience de ce type-là. Donc je suppose que les manques à gagner ils doivent être compensés financièrement directement. Donc ça exige quand même pas mal d'argent. Et pourquoi s'obstiner sur quelque chose de beaucoup plus utopique que la réalité d'une lactation continue qui n'est pas compliquée du tout à faire et qui ne fait pas prendre de risques, puisque s'il y a vraiment une variation de la production, c'est à très long terme sur les très vieilles, mais dans les premiers temps, tu ne prends pas de risque quasiment, quoi. Mais encore une fois, c'est pas possible partout. Le contexte où l'herbe pousse beaucoup moins. Ce serait possible si tu es dans un milieu comme ça. Si tu es sur un parking, avec un troupeau sur un parking, ou disons un troupeau hors sol, si tu achètes la bouffe, tu peux aussi le faire quand même. Ah, même oui, si par ailleurs. Qu'elle faisait à manger, quoi. Ouais, c'est tout. Il faut qu'elle soit nourrie et bichonnée, et puis c'est tout, quoi. Et stimulée, qu'on leur raconte des histoires le soir, tout ça. Mais c'est vrai qu'au départ, je me disais, bon, pourquoi l'élevage intensif ne le fait pas? Et maintenant, je sais pourquoi. C'est parce qu'ils ont des gros remboursements. C'est marrant qu'elles aiment ça. C'est des feuilles qui n'ont plus de valeur nutritive, elles les mangent pour le goût. Ouais, on avait eu sur internet le résultat d'un colloque d'éleveurs canadiens qui se posait la question de savoir si une 4e année de production de lait était intéressante dans les troupeaux de vaches. Tout le monde rigolait parce qu'a priori c'est évident. Et puis bon, ils sont là à dire que la génisse, quand elle met bas, elle a une dette de 2250 $, ce qui est complètement incroyable de raisonner comme ça. C'est pas sympa pour la bête. Et la première année, elle rembourse une partie de sa dette. La deuxième année, elle rembourse la totalité de sa dette, mais elle est productive qu'une partie de l'année. Et donc la 3e année, elle est rentable pleinement. Donc forcément, une 4e année, ce serait vraiment rentabiliser les fameux 2250 $ de départ. Et bien voilà, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce que y a de la casse, il y a de la perte. Et il faut qu'elles produisent vraiment à un niveau très très élevé en 4e année pour que ce soit rentable. Et si elles sont un tout petit peu en dessous. Et tout ça, pourquoi? Parce que, en fait, ils ont une marge qui est tellement faible, parce qu'ils ont tellement de remboursements, qu'il faut pour ça qu'ils aient des animaux d'hyper compétition. Si l'animal est un tout petit peu, relâche un tout petit peu, viré. Résultat, et c'est fou parce que c'est parce qu'ils en sont là qu'ils sont obligés d'investir, et c'est parce qu'ils investissent tant qu'ils en sont là. Ça se mord la queue, et du coup, la vie de paysan, enfin de paysan industriel, d'éleveur industriel, elle est complètement gâchée par tout ça, quoi. Et elle n'a pas de sens. Et du coup, avec toutes leurs histoires de nécessité d'investissement, pour retomber à une échelle viable et intéressante, eh bien, il faut redescendre vraiment à 3 fois rien, quoi. Comme Noémie Calais avec ses cochons. Vraiment toute petite échelle, sinon même à une échelle qui paraît petite pour les autres, c'est pas possible. C'est marrant, elles aimaient pas trop ce bambou-là avant. Oh Vanille, t'as plus beaucoup de molaires non plus, on dirait. Oh là là. C'est une rumination un petit peu
tirées par les cheveux. Ah bah si elles reminent, c'est qu'elles sont presque pleines. On va pouvoir envisager le retour. Parce qu'il est bien midi moins le quart. Ah ouais, il y avait une image, je ne sais plus, au départ elle avait été faite pour autre chose. Le paysan est en train de monter un escalator à contresens et l'escalator a sa vitesse qui augmente. Et dans le meilleur des cas, ce qu'il recherche, c'est de pas redescendre. Donc il passe sa vie à pédaler comme un cinglé pour pas plonger, quoi. Et moi pendant 40 ans, je recevais les journaux agricoles. Et puis toujours, oui, augmenter la productivité, oui, super gain de productivité. Et puis le bilan financier de tout ça, c'était toujours, oui, ça tire dur en lait, ça tire dur en poulet, ça tire dur partout. Mais alors, parce que tu te dis, bon, les gains de productivité, c'est de l'acquis. Mais non, c'est pas de l'acquis. L'ascenseur continue à monter ou à descendre et il faut que tu grimpes. Parce qu'en fait, dès l'instant qu'ils ont des gains de productivité, les prix descendent. Et les pauvres types qui sont en retard sur ce gain de productivité, ils sont largués parce que les prix sont trop faibles pour qu'ils puissent survivre. Et donc, il n'y a plus que les plus performants qui restent. Et puis bon, alors ils vont faire le forcing, ils vont réussir à trouver des trucs et des machins par la sélection ou par la technique pour améliorer encore. Et hop, on enclenche le cran suivant. Et pareil, les pauvres animaux qui sont mis à la tâche, il faut qu'ils fassent mieux que les autres s'ils veulent que leur descendance soit gardée, s'ils veulent qu'ils restent dans le troupeau quelques mois de plus que les autres. Dans les années 80-90, on entendait toujours dire, ouais, il faut être mobile, faut pas s'attacher, il faut foncer, il faut se déplacer, Et je crois que j'ai fait exactement tout le contraire. Oh, des belles feuilles d'érable plane. Mais en fait, les gens ils veulent exister en se polarisant sur leur nombril, alors que exister c'est justement se disperser sur les autres et se relier, quoi. Se relier, ouais. Se connecter, ouais. Se disperser, c'est un peu ça que je voulais dire. Se relier. C'est marrant, hein, 3 poules, beaucoup d'hectares, mais tout de suite on les voit. Vous allez où? Vous pouvez les ruminer au sec si vous voulez. Venez Biquette, par ici. Venez Biquette. Elles veulent pas rentrer tout de suite. Allez, viens Nora. Hop là. Biquette. Biquette. Allez, venez. Allez, venez manger un peu de foin là. Lilou, va chercher les autres. Lilou. Là, ça fait que 4, là, il en manque un peu. Biquette. Bon, ben, on va laisser ouvert. Hein. Non, c'est trop tard, Pompon, là, t'exagères. Hein. Là, je vais juste fermer ça. C'est mis tout ça. Bon, on va manger alors. Ouais, je vais enlever ça et je vais chercher mon petit panier. Oh, il fait chaud ici. Ah oui, c'est ça que j'ai relevé l'autre nuit dans le truc de Léo. On ne fait pas naître pour produire du lait, mais on fait s'interrompre la production de lait pour que de nouvelles mises bas puissent avoir lieu. Parce qu'on a envie que la vie se perpétue. Hein. Oui, ça peut être le truc le plus soft qu'on puisse trouver comme argument, quoi, parce que bon, l'industrie, elle veut produire du lait. Mais pourquoi ils font des petits? Ben, ils font des petits pour la sélection. Et comme ils font des petits, ben, il faut qu'ils tarissent la chèvre pour qu'elle puisse se mettre bas, pour qu'elle puisse refaire du lait. Il y a plein de choses en même temps. Et résultat, on fait des choses qui ne sont pas nécessaires au final, quoi. Le truc qui est abusif, c'est la sélection à tout crin. Et après, bah, si tu n'as pas la sélection à tout crin, je ne vois pas quel argument ils peuvent trouver, quoi. Si ce n'est que
ils nourrissent leurs animaux, ils les maltraitent de façon à ce qu'elles ne tiennent pas le coup longtemps, et puis qu'il leur faut des animaux hyper performants, alors que ça c'est un problème de l'agriculture industrielle, quoi. S'il n'y avait pas d'agriculture, s'ils n'avaient pas tant d'investissement, s'ils ne faisaient pas une telle échelle, ils auraient une marge beaucoup plus grande. Comme moi je faisais 60% de marge sur mes ventes, et qu'eux ils doivent tourner à 5, 10%, peut-être 10% dans le meilleur des cas, mais probablement pas souvent. Et puis que du coup, les moindres variations de la matière première, les aliments qu'ils achètent ou la baisse du lait qu'ils vendent, et craquent et ils se retrouvent nettement en dessous de ça. Alors que moi, si mon fromage perdait un tiers de sa valeur, je m'en tirerais toujours, quoi. Et je me demande si on n'est pas parti aussi sur le truc judéo-chrétien. Le travail, c'est... Ah bah tu travailleras la sueur de tu travailleras à la sueur de ton front et il faudra que t'en chies, sinon c'est pas du boulot. C'est vrai, j'arrive pas à comprendre pourquoi, si on peut vivre avec 20 chèvres, on veut en avoir 200 ou même à la limite même 50. un lycée agricole. Ouais. C'est qu'on enseigne. Ouais. Je crois qu'il faudrait commencer par les lycées agricoles, enseigner autre chose et puis essayer de faire en sorte. Des fois, j'ai l'impression d'être un nageur en train d'essayer de dévier la trajectoire d'un gros pétrolier. Et encore, c'est un peu exagéré parce que je serais plutôt genre une paramécie en train de pousser l'énorme bateau. Parce que c'est beaucoup plus facile de remplacer 10 petits paysans et d'en mettre un gros à la place que d'enlever un gros paysan et d'en mettre 10 petits à la place. Parce qu'à la fin, c'est plusieurs millions de jeunes paysans qu'il faudrait installer, alors que c'est quelques milliers de gros paysans qu'il faudrait découper en petits bouts. Pas les paysans, les structures. C'est sur ce dernier échange, saisi au moment de la traite, que s'achève ce reportage. Ces moments précieux passés en la compagnie de Jean-Yves et les échanges que nous avons eus à refaire le monde paysan et celui de l'élevage laitier m'ont donné envie de creuser plus loin en interviewant dans un prochain épisode Léo Bretonnel, anthropologue ayant réalisé une thèse chez Jean-Yves. Le nom de sa thèse est « Des éleveurs contre le mythe de Sisyphe », ethnographie d'un réseau d'expérimentation autour de la pratique de la lactation continue. En 2024, je souhaite développer le podcast et la communauté de qualité qui l'écoute et qui est inspirée, qui élargit sa vision de l'agroécologie et du vivant à chaque écoute. Alors si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à 3 personnes, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute de podcast, laisser un commentaire sur YouTube ou encore me soutenir sur Tipeee pour me permettre de financer mes frais de déplacement dans les fermes. Toutes les informations sont dans la description de l'épisode. Merci d'être là, et si ce n'est pas déjà fait, prenez le temps de caresser, humer, écouter un arbre aujourd'hui.